Un jeune garçon a prononcé des paroles déchirantes et puissantes à propos de son père en difficulté. Cette confession inattendue a immédiatement laissé le juge Frank Caprio en larmes sur le banc. La salle d'audience était plus froide que d'habitude ce matin-là, ses bancs en bois poli et ses hautes fenêtres cintrées conférant à l'espace une lourdeur solennelle qui pesait sur tous ceux qui s'y trouvaient. Même le bourdonnement lointain de la ville au-delà des murs du palais de justice sembla s'estomper lorsqu'un petit garçon, âgé de 10 ans à peine, serra la main calleuse de son père et s'avança d'un pas hésitant vers le podium. Ses baskets étaient trop grandes pour ses pieds, le bas de son jean délavé s'effilochait à force d'usure, et sa lèvre inférieure tremblait tandis qu'il levait les yeux vers l'homme assis bien au-dessus d'eux. Le juge Frank Caprio, une silhouette à la fois douce et imposante sous la douce lueur des plafonniers. Ce qui aurait dû être une simple audience pour infraction routière avait basculé dans une toute autre dimension dès l'entrée du garçon dans la salle. Le bavardage habituel s'éteignit instantanément, remplacé par un silence pesant, seulement rompu par les légers reniflements de l'enfant qui luttait pour se contenir. Caprio, un homme qui avait présidé des milliers d'affaires, se pencha légèrement en avant sur sa chaise. Au début, il s'attendait à ce que l'audience se déroule comme tant d'autres, une amende expliquée, une brève défense présentée, une peine prononcée. Mais la scène qui s'offrait à lui était loin d'être routinière. Le père du garçon se tenait immobile à ses côtés, une grande silhouette fatiguée, le visage creusé de rides profondes, le genre de rides qui trahissaient de longues nuits, un travail incessant et des fardeaux trop lourds pour un seul homme. Ses yeux étaient baissés, comme si le poids du regard du tribunal était trop lourd à supporter. Caprio avait déjà connu la honte, mais cette fois-ci, c'était différent. Cet homme n'avait pas honte de ce qu'il avait fait, mais seulement d'avoir trahi son fils par sa simple présence. Le garçon déglutit difficilement, ses petits doigts se resserrant autour de la main de son père comme s'il y puisait de la force. Sa voix, lorsqu'elle se fit enfin entendre, n'était guère plus qu'un murmure. Il disait que son père n'était pas un mauvais homme. Il disait qu'il travaillait toute la nuit pour pouvoir manger. Il disait que la contravention, une simple infraction de stationnement, avait été oubliée parce que son père était épuisé. À chaque mot, sa voix se brisait et les larmes lui montaient aux yeux, coulant sur ses joues plus vite qu'il ne pouvait les essuyer. Il ne parlait pas avec une éloquence apprise, mais avec une vérité brute et sans filtre, le genre de vérité qui transperçait les procédures et les lois et touchait au cœur de tous ceux qui l'écoutaient. Dans la salle, les gens s'agitaient, mal à l'aise. Un huissier s'éclaircit la gorge, un journaliste baissa sa plume, et même le greffier, qui avait vu ce numéro 1000 fois, détourna le regard. Ce n'étaient pas seulement les mots eux-mêmes, c'était la façon dont le garçon les prononçait, comme si toute la dignité de son père reposait sur ses petites épaules tremblantes. Caprio sentit quelque chose remuer en lui, un mélange de tristesse, de colère et de quelque chose de plus profond qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il savait à quoi ressemblait la pauvreté. Il savait ce que cela signifiait pour un homme de se tuer au travail et de ne pas réussir. Mais l'entendre de la bouche tremblante d'un enfant, c'était autre chose. Le garçon reprit la parole, plus bas cette fois, comme s'il s'adressait autant à lui-même qu'au juge. Il disait que son père était son héros, même si le monde ne le voyait pas ainsi. Ces mots flottaient dans l'air comme de la fumée, s'accrochant à chaque recoin de la salle d'audience. Pendant un instant, personne ne bougea. Même le tic-tac de la vieille horloge murale sembla s'arrêter. Caprio se rassit lentement, le bois poli de son banc lui parut soudain plus froid sous les mains. Il avait passé des décennies à interpréter les lois, à évaluer les preuves et à juger. Pourtant, à cet instant, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Aucun code ni aucune loi du monde ne pouvait rivaliser avec la vue d'un garçon défendant son père avec rien d'autre que son cœur. Il observa l'homme debout à côté du garçon. Ses vêtements étaient usés, sa posture lourde, et son regard portait la morosité de quelqu'un qui avait été battu par la vie un nombre incalculable de fois. La contravention pour laquelle il était venu était minime, une contravention de stationnement délivrée devant un entrepôt où il travaillait de nuit, mais l'amende était trop élevée pour ses moyens. 150 $ ne représentent peut-être rien pour certains, mais pour cet homme, cela pouvait représenter une semaine de course ou une facture d'électricité impayée. Et maintenant, il était là, traîné devant un juge, son fils observant le système peser le prix de son erreur face à celui de sa dignité. Caprio avait déjà vu des accusés s'effondrer. Il avait vu des accès de colère, des supplications désespérées et même des mensonges calculés. Mais il n'avait jamais vu un enfant porter le fardeau de la justice avec autant d'acharnement,
ni un père se tenir si silencieusement sous son poids. L'homme n'avait pas prononcé un mot depuis son entrée dans la salle d'audience. C'était comme s'il avait déjà accepté son sort, comme si des années d'ignorance, de mépris et de punition lui avaient appris à ne pas espérer de pitié. Mais le garçon refusait d'accepter cela. À ses yeux d'enfant, son père était plus que ses erreurs. Il était l'homme qui travaillait pendant que les autres dormaient, qui se privait pour que son fils ait assez, qui persévérait même lorsque le monde essayait de l'écraser. L'ambiance de la salle d'audience changeait. Ce n'était plus seulement une procédure judiciaire, c'était le reflet de quelque chose de plus profond. La lutte silencieuse de gens comme cet homme, des gens qui travaillaient dur et se retrouvaient malgré tout prisonniers de règles écrites sans leur accord. La poitrine de Caprio se serra en pensant à tous les visages similaires qui s'étaient dressés là où se tenait cet homme, chacun n'étant qu'un dossier parmi d'autres dans une pile interminable d'affaires. Mais les mots de ce garçon avaient ravagé son humanité. Il ne s'agissait pas seulement d'une contravention de stationnement. Il s'agissait de survie, de dignité et d'amour. Caprio sentit son sang-froid se fissurer. Une larme perla au coin de son œil et glissa sur sa joue avant qu'il ne puisse la retenir. Ce n'était pas la pitié qui l'émouvait, c'était la colère. Colère de voir avec quelle facilité une vie pouvait basculer d'une simple contravention oubliée. Colère de voir comment un homme travailleur pouvait être réduit au rang d'accusé et un enfant à celui de témoin, tout cela à cause d'un système qui traitait la compassion comme une faiblesse. Il jeta un coup d'œil aux documents devant lui, avec l'intention de faire avancer l'audience, mais il se figea. Il y avait quelque chose là, un petit détail enfoui dans la documentation qu'il n'avait pas remarqué auparavant. C'était subtil, mais une fois qu'il l'eut vu, il ne put l'ignorer. Une date, un lieu, une contradiction qui n'avait aucun sens. Il se pencha, relisant la contravention, puis feuilleta les documents qui l'accompagnaient. Un léger pli se dessina sur son front, tandis qu'un soupçon sourd se formait dans son esprit. Il ne s'agissait pas seulement d'épuisement ou d'une amende oubliée. Quelque chose clochait, et plus il observait, plus il était tenaillé par la certitude que cette histoire était plus complexe que quiconque dans la salle ne le pensait. Caprio leva les yeux des papiers et reporta son attention sur le garçon, maintenant accroché au bras de son père, les larmes séchant sur ses joues. Autour d'eux, le silence régnait dans la salle d'audience, encore sous le poids de ses paroles. Le juge prit une lente inspiration, l'esprit déjà bourdonnant, rassemblant les questions qui attendaient des réponses. Il était entré dans la salle en s'attendant à une affaire simple. Mais assis là, le cœur lourd et l'esprit en ébullition, il réalisa que ce n'était que le début, et que la vérité, quelle qu'elle soit, allait les mener bien au-delà des murs de cette salle d'audience. Mais en parcourant les documents, quelque chose attira son attention, quelque chose qui laissait entendre que cette histoire n'était pas aussi simple qu'elle le paraissait. Les jours passèrent, mais le juge Frank Caprio ne parvenait pas à faire taire la voix tremblante du garçon. Elle résonnait dans son esprit dans les moments de calme, lorsque les couloirs du tribunal étaient vides, lorsque les lumières de la ville s'éteignaient devant la fenêtre de son bureau, lorsqu'il essayait de dormir mais se retrouvait à fixer le plafond. « C'est mon héros », avait dit le garçon. Ces mots l'avaient transpercé plus profondément que n'importe quel témoignage ou argument juridique qu'il avait jamais entendu. Il portait un poids qui refusait de s'estomper, un poids qui lui disait que cette affaire n'était pas terminée. Quelque chose dans les documents de ce matin-là le tracassait encore, une petite incohérence qu'il avait remarquée juste avant la levée de l'audience. Et maintenant, assis seul à son bureau, bien après que la plupart des employés soient rentrés chez eux, Caprio décida qu'il avait besoin d'en savoir plus. Il ordonna au greffier de récupérer l'intégralité des contraventions émises contre Daniel Reyes, l'homme dont le fils était resté dans son tribunal, les larmes aux yeux. Ce qui arriva sur son bureau le lendemain matin n'était pas un mince dossier, comme on pourrait s'y attendre pour un homme ayant commis une infraction mineure de stationnement, mais une pile de plusieurs centimètres d'épaisseur. Page après page, contravention après contravention, 32 contraventions en un peu plus de 12 mois. Caprio, Franca, less sources. Ce chiffre à lui seul était inquiétant, mais en les feuilletant, son froncement de sourcils se transforma en incrédulité. Plusieurs contraventions mentionnaient des heures où Daniel était pointé à l'usine où il travaillait de nuit. D'autres avaient été émises dans des quartiers de la ville éloignés de l'endroit où sa voiture avait été immatriculée. Dans un cas, une contravention indiquait que son véhicule était stationné illégalement à 3h12 du matin. Pourtant, les registres de paix indiquaient qu'il se trouvait dans l'entrepôt à des kilomètres de là, aux commandes d'une machine lourde à ce moment précis. Caprio griffonnait des notes dans les marges,
son stylo creusant davantage le papier à chaque nouvelle anomalie. Ce n'était pas une erreur ordinaire. C'était une habitude. Plus Caprio examinait les dossiers, plus le tableau devenait sinistre. Presque toutes les contraventions contre Daniel avaient été émises par le même agent de police, un certain Kenneth Doyle. Caprio avait reconnu ce nom grâce à des plaintes précédentes, dont la plupart étaient restées mystérieusement lettres mortes. Il commanda d'autres dossiers, élargissant la recherche à d'autres personnes citées par Doyle. C'est alors que la tendance éclata au grand jour. Il ne s'agissait pas seulement de Daniel. Des dizaines de personnes, principalement des parents isolés, des travailleurs de nuit et des immigrants récents, avaient reçu des contraventions à répétition dans des circonstances douteuses. Nombre d'entre elles, découvrit Caprio, avaient payé des amendes qu'elles pouvaient à peine payer, certaines ayant même perdu leur voiture auprès de dépanneuses pour impayés. C'était une hémorragie silencieuse de ceux qui étaient les moins capables de se défendre, dissimulés sous le poids de la bureaucratie des forces de l'ordre municipal. Caprio se laissa aller au fond de son fauteuil, l'esprit s'emballant tandis que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Il commanda des documents publics sur les antécédents professionnels de Doyle, ses déclarations financières et ses relations connues. Ce qu'il découvrit ensuite le glaça. Doyle était répertorié comme consultant pour une entreprise de remorquage privé, Metro Recovery Service, la même entreprise qui avait géré la majorité des mises en fourrière suite à ses contraventions. D'après les archives, cette entreprise appartenait à Vincent Mercé, le frère cadet du conseiller municipal Robert Mercé, connu pour son influence sur les contrats de contrôle routier de la ville. Plus Caprio creusait, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas simplement d'un agent véreux qui gonflait ses chiffres. Il s'agissait d'un racket coordonné, transformant de fausses contraventions en frais de fourrière, et ses frais en dons politiques. Un sentiment de malaise s'empara de Caprio en parcourant de vieilles plaintes déposées par des victimes du même type. Nombre d'entre elles avaient écrit des lettres demandant des révisions, en joignant la preuve de leur absence lors de la contravention. La plupart de ces plaintes avaient été classées sans suite sans enquête. L'une d'elles attira son attention, une plainte que Daniel avait lui-même déposée 8 mois plus tôt. C'était une courte lettre désespérée expliquant qu'il était au travail lorsque sa voiture aurait été garée dans une zone de chargement. La plainte avait été classée en 15 minutes par un magistrat nommé Harold Latam. Caprio vérifia le dossier. Il s'avéra que Latam avait reçu plusieurs dons de campagne de Robert Mercé lors de sa dernière élection judiciaire. Il avait présidé des dizaines de procès-verbaux de comparution de Doyle, et dans chaque cas, il avait statué en faveur de la ville. Caprio se recula de son bureau et se dirigea vers les hautes fenêtres de son cabinet. Dehors, Providence s'étendait sous un ciel d'hiver pâle, ses rues animées par des gens qui ignoraient à quel point le système auquel il faisait confiance était exploité. Il avait toujours cru au pouvoir de la loi de protéger, de guérir, de corriger. Mais maintenant, il en voyait le visage le plus sombre, une machine transformée en arme contre ceux-là même qu'elle était censée servir. Il pensa à Daniel, silencieux et honteux dans sa salle d'audience. Il pensa au garçon traitant son père de héros devant des inconnus. Et puis il pensa aux innombrables autres qui s'étaient retrouvés au même endroit et étaient repartis convaincus que la justice était réservée à quelqu'un d'autre. Cette révélation le frappa avec la force d'une trahison. Ce n'était pas de l'incompétence. C'était de la corruption délibérée, méthodique et profondément ancrée. Juges, conseillers municipaux, agents des forces de l'ordre, et même chefs de police avaient laissé ce réseau prospérer parce que cela leur permettait de se remplir les poches et de renforcer leur emprise sur le pouvoir. Ils avaient rédigé les règles, les avaient appliquées de manière sélective et se protégeaient mutuellement lorsque des failles commençaient à apparaître. Et ils l'avaient fait si discrètement, si efficacement, que des hommes comme Daniel n'avaient aucune chance. Chaque amende payée était un fil de plus dans la toile, une goutte de profit supplémentaire alimentant la machine. Pas étonnant qu'il ait cessé de se battre. Le système n'était pas conçu pour l'entendre. Caprio sentit la colère le brûler, non pas la frustration passagère d'une erreur administrative, mais une fureur profonde et vertueuse qu'une chose aussi cruelle ait pris racine sous sa surveillance. Il savait ce qui arriverait s'il révélait cela. Des carrières seraient détruites. Des réputations s'effondreraient. Et des personnes puissantes, celles qui n'appréciaient pas les menaces, s'en prendraient à lui. Mais il repensa à la voix tremblante du garçon dans le silence de la salle d'audience. Il repensa à la façon dont la petite main de l'enfant avait serré celle de son père, comme pour tenter de maintenir l'équilibre de son monde. Ce souvenir renforça sa détermination.
Il ne s'agissait plus de la contravention d'un seul homme. Il s'agissait de toute une communauté trahie par ceux qui avaient juré de la protéger. Il retourna à son bureau et commença à écrire. Un par un, il compila les documents. Procès-verbaux de contravention, registre de paix, classement de plainte, historique de dons de campagne. Les preuves s'accumulèrent de plus en plus, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les rejeter comme une coïncidence. Il prit le téléphone, la main ferme malgré la tempête qui couvait en lui, et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. À l'autre bout du fil se trouvait Thomas Green, un ami de confiance du bureau du procureur général, un homme connu pour son intégrité et son intransigeance. Caprio ne lui dit pas tout, pas encore. Mais il lui en dit assez. Il lui expliqua que quelque chose de pourri s'était installé dans les tribunaux de la ville. Il lui expliqua que ce mal ciblait les plus vulnérables et se cachait derrière la loi. Et il lui assura qu'ensemble, ils pourraient le détruire. Ce soir-là, longtemps après avoir raccroché, Caprio resta assis à son bureau, les yeux rivés sur la montagne de preuves qui s'offrait à lui. Le palais de justice était silencieux, les couloirs vides, mais il sentait le poids de la bataille à venir se faire sentir de toutes parts. Le système qu'il avait servi toute sa vie était sur le point d'être ébranlé jusque dans ses fondements. Et même si cela le terrifiait, il savait que c'était la seule issue. Car si l'amour d'un jeune garçon pour son père pouvait transpercer le cœur d'un juge, alors peut-être, juste peut-être, il pourrait aussi transpercer le cœur d'une ville. Alors que Caprio se préparait pour la prochaine audience, il contacta discrètement un ami de confiance au bureau du procureur général. Ce qu'il comptait révéler allait ébranler le palais de justice de la ville en son cœur, et tout le monde n'y survivrait pas. Le matin de la deuxième audience arriva sous un ciel inhabituellement lourd, les nuages s'amassant sur Providence comme un avertissement. À l'intérieur du palais de justice, la tension était tout aussi palpable. La nouvelle s'était rapidement répandue qu'un événement inhabituel allait se produire dans la salle d'audience du juge Frank Caprio. Les journalistes occupaient les derniers rangs, leurs caméras braquées comme des yeux vigilants. Les fonctionnaires municipaux chuchotaient entre eux d'un ton gêné, et quelques membres du conseil, des hommes qui s'occupaient rarement des petites contraventions routières, avaient pris place au premier rang. Même le greffier, qui se targuait de rester distant, sentit son pouce s'accélérer. Chacun pressentait que ce qui allait se passer allait bien au-delà des contraventions de stationnement d'un seul homme. Daniel Reyes était assis à la table de la défense, son fils à ses côtés, les mains serrées sur ses genoux. Il portait la même veste délavée que lors de la première audience, dont les coutures effilochées étaient maintenant repassées et redressées, comme s'il avait tout fait pour paraître respectable. Mais aucune toilette soignée ne pouvait masquer le tremblement nerveux de ses doigts ni la profonde inquiétude qui se lisait sur son visage. Son fils s'appuyait contre son bras, plus petit que la chaise où il était assis, son regard oscillant entre les journalistes et le banc du juge. Aucun d'eux ne savait que cette journée avait été soigneusement préparée au fil de semaines d'enquêtes silencieuses. Ils ignoraient tout des nuits blanches que Caprio avait passées à éplucher les preuves, des appels échangés avec Thomas Green au bureau du procureur général, ni des enveloppes scellées qui reposaient maintenant sur son banc. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils étaient de retour là où leur calvaire avait commencé, et que cette fois, quelque chose semblait différent. L'audience commença par les formalités habituelles, mais même les témoins se sentaient sous le poids de ce qui allait arriver. Lorsque l'agent Kenneth Doyle entra dans la salle d'audience, le changement fut immédiat. Les murmures s'apaisèrent, les caméras firent le point, et les yeux le suivirent tandis qu'il marchait d'un pas raide vers la barre des témoins. Il avait l'assurance d'un homme habitué à exercer une autorité sans limite, mais il y avait une pointe de malaise sous-jacente, une raideur subtile dans sa posture. Caprio l'observait attentivement, lisant chaque tressaillement de sa mâchoire, chaque ajustement nerveux de sa cravate. C'était un homme qui avait été convoqué pour un interrogatoire de routine, et qui allait réaliser que ce n'était pas du tout la routine. Caprio commença par des questions simples, de celles qui rassuraient la plupart des témoins. Il demanda à Doyle d'expliquer comment il déterminait les infractions de stationnement, comment il les documentait et comment il garantissait leur exactitude. Doyle répondit d'abord avec aisance, récitant les règles et procédures comme s'il lisait un manuel. Mais l'ambiance changea lorsque Caprio se tourna vers le premier élément de preuve. Une série de photographies haute résolution horodatées prises par une caméra de sécurité à l'extérieur de l'entrepôt où travaillait Daniel. Elle montrait la voiture de Daniel garée sur le parking des employés à 3h12 du matin, l'heure exacte à laquelle Doyle avait affirmé qu'elle était stationnée illégalement à l'autre bout de la ville. Caprio présenta une autre série de photos,
cette fois-ci une contravention émise le jour où la voiture de Daniel avait été garée dans un garage, accompagnée d'un reçu signé par le mécanicien. Des murmures fusèrent des bancs, de plus en plus forts à chaque contradiction révélée. Le sang-froid de Doyle commença à faiblir. Il se tortilla sur son siège, jetant un coup d'œil vers la table du procureur, mais aucune assurance ne lui parvint. Caprio poursuivit d'une voix ferme et précise, tranchant la tension grandissante. Il énuméra d'autres divergences, des heures de contravention qui coïncidaient avec les horaires de travail de Daniel, des contraventions émises dans des zones que Daniel n'avait jamais visitées, et même des infractions prétendument enregistrées les jours où sa voiture avait été remorquée et mise en fourrière ailleurs. Ce n'était plus une question de jugement douteux. C'était la preuve d'une invention délibérée. Les murmures de la salle d'audience se transformèrent en halètements lorsque Caprio révéla ce qu'il avait gardé pour la fin. Il brandit une série de mets imprimés, leurs en-têtes clairement visibles, leurs formulations impossibles à dénaturer. Ces emails détaillaient les conversations entre Doyle, Vincent Mercé, le propriétaire de l'entreprise de remorquage, et des assistants du bureau du conseiller Robert Mercé. Les messages abordaient l'augmentation du nombre de contraventions, le ciblage de groupes démographiques spécifiques, et l'assurance de transfert en fourrière. Un message de Doyle incluait même une liste de véhicules appartenant à des ouvriers, dont celui de Daniel, signalé comme « cible facile ». Le visage de Doyle s'évita. De l'autre côté de la salle, l'avocat du conseiller municipal se leva d'un bond, exigeant que les courriels soient déclarés irrecevables. Mais Caprio ignora l'emportement. Il n'avait pas terminé. Le poids des preuves pesait sur la salle d'audience, comme une tempête sur le point d'éclater. Les journalistes griffonnaient furieusement, les flashs de leurs appareils photo brisant le silence tendu. Les membres du conseil municipal échangèrent des regards inquiets, et plusieurs se glissèrent discrètement par la porte de derrière. Daniel fixait le vide, stupéfait, luttant pour concilier l'humiliation subie avec la vérité qui lui était maintenant dévoilée. Son fils se cramponna à sa manche, les yeux écarquillés et fixes, sentant que quelque chose d'énorme se tramait, même s'il ne le comprenait pas pleinement. Et puis, du fond de la salle, une nouvelle voix s'éleva au-dessus du chaos. Le procureur général adjoint Thomas Green s'avança, une pile de documents à la main, le regard impassible. Prenant la parole, il annonça que son bureau ouvrait une enquête criminelle sur ce qu'il décrivit comme un système d'extorsion à l'échelle de la ville, impliquant des contraventions frauduleuses, des remorquages illégaux et des abus de pouvoir. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Doyle resta bouche bée, sa confiance passée laissant place à la panique. L'avocat du conseiller municipal renouvela ses demandes de suspension d'audience, criant pour couvrir le bruit, tandis que ses assistants chuchotaient frénétiquement dans leur téléphone. La salle d'audience, lieu de procédure silencieuse, s'était transformée en un champ de bataille de peur et de fureur. Caprio observait le déroulement des événements avec un calme, né non pas du détachement, mais de la détermination. Il avait passé sa vie à croire que la justice était plus qu'un verdict, qu'elle était une force capable de lutter contre la corruption si elle était exercée avec courage. Maintenant, cette conviction était mise à rude épreuve. Il reporta son attention sur le devant de la salle, où Daniel était assis, immobile, l'incrédulité et le soulagement se liant à l'expression. Et à côté de lui, le garçon qui était autrefois debout, tremblant et en larmes, fixait maintenant le juge avec une lueur nouvelle dans les yeux. L'espoir. Caprio se pencha légèrement et s'adressa directement au garçon, sa voix plus douce, bien qu'elle résonnât dans toute la pièce. Il lui dit que ses paroles avaient rappelé à tous pourquoi la justice existe, et qu'aujourd'hui était le début de son rétablissement. Le garçon hocha la tête en silence, trop bouleversé pour parler, et se serra plus fort contre le bras de son père. Daniel cligna rapidement des yeux, luttant contre ses propres larmes, l'énormité de ce qui se passait commençant enfin à lui faire prendre conscience. Il ne s'agissait plus seulement de lui. Il ne s'agissait plus seulement de sa voiture, de ses amendes, ni même de sa dignité. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste, un jugement qui allait se répercuter aux quatre coins de la ville. L'équilibre des forces dans cette pièce avait basculé d'une manière perceptible par tous. Ce n'était plus l'histoire d'un homme écrasé sous le poids d'un système qu'il ne pouvait combattre. C'était désormais l'histoire de ce système mis en lumière et contraint de répondre de ses actes. Les flashs des caméras ont brillé tandis que Green remettait les assignations à comparaître. Des policiers sont entrés pour recueillir des preuves. Les avocats ont crié et protesté,
leurs paroles se perdant sous le rugissement d'une justice longtemps refusée, mais enfin réveillée. Daniel baissa la tête et expira, la pression dans sa poitrine s'apaisant pour la première fois depuis des mois. Son fils lui serra la main et murmura quelque chose de trop faible pour que quiconque puisse l'entendre. Caprio s'autorisa un bref soupir de satisfaction, mais il savait qu'il valait mieux ne pas croire que la bataille était terminée. Ce n'était que la première salve. La suite serait plus difficile, plus dangereuse et plus lourde de conséquences que tout ce qui avait précédé. Car pour chaque fonctionnaire corrompu démasqué aujourd'hui, d'autres se cachaient encore dans l'ombre, et ils ne partiraient pas sans bruit. Ce qui avait commencé comme la contravention impayée d'un homme était désormais une bataille contre tout un système corrompu. Mais la tempête ne faisait que commencer, et la conséquence la plus choquante était encore à venir. Les conséquences étaient sans précédent pour la ville depuis des décennies. Ce qui avait commencé par le plaidoyer d'un garçon tremblant dans une salle d'audience silencieuse explosait désormais sur les écrans de télévision et à la une des journaux du pays. Les présentateurs décortiquaient chaque recoin du scandale révélé. Les gros titres criaient à la corruption, à l'extorsion et à l'abus de confiance du public. Dans des images granuleuses, diffusées en boucle, on voyait l'agent de contrôle du stationnement, autrefois sûr de lui, être emmené menotté, la tête baissée, tandis que les journalistes lui lançaient des questions auxquelles il refusait de répondre. Quelques jours plus tard, le conseiller municipal dont le frère était propriétaire de l'entreprise de remorquage démissionnait sous la pression croissante, sa carrière politique s'effondrant du jour au lendemain. Plus choquant encore était l'inculpation des juges, des hommes qui avaient exercé le pouvoir pendant des années pour leur rôle dans la protection de cette fraude. Les procureurs fédéraux promettaient des accusations sans appel, et le palais de justice, autrefois intouchable, était soudain devenu l'épicentre d'une tempête qu'il ne pouvait plus contrôler. Pour Daniel et son fils, la transformation fut plus lente, plus silencieuse, mais non moins profonde. Des lettres commencèrent à arriver de la ville, chacune réduisant progressivement la montagne de dettes qui pesait sur eux depuis si longtemps. Une enveloppe contenait des excuses officielles de la mairie, reconnaissant l'injustice subie. Un autre a annoncé l'annulation de toutes les contraventions jamais émises contre Daniel, ainsi que contre des dizaines d'autres personnes visées de la même manière. Peu après, le conseil municipal a approuvé un fonds de secours pour aider les familles à se remettre de la ruine financière causée par ce système de corruption. Daniel, qui avait passé des mois à hésiter entre payer ses contraventions et faire ses courses, est resté muet de stupeur le jour où il a appris la nouvelle. Pour la première fois depuis des années, l'air autour de lui était plus léger, sa poitrine moins serrée. Le soir, lorsque son fils s'endormait à ses côtés, Daniel ne fixait plus le plafond, consumé par la peur de la prochaine facture ou de la prochaine convocation. Il pouvait enfin envisager un avenir qui ne serait pas défini par la honte et l'épuisement. Des semaines après le scandale judiciaire, la ville a tenu une conférence de presse pour aborder le scandale et annoncer les réformes qui allaient suivre. La salle était bondée de journalistes, de caméras et de fonctionnaires municipaux, mais tous les regards se sont tournés vers l'homme qui avait déclenché le processus de règlement de compte. Le juge Frank Caprio est monté à l'estrade, sa présence imposant la salle non par la force, mais par l'autorité tranquille de celui qui avait choisi la compassion plutôt que la complaisance. Le flash des appareils photo se reflétait sur ses lunettes tandis qu'il parlait, d'une voix posée mais profondément chargée d'émotion. La justice, disait-il, ne se résumait pas à ce que les puissants se protègent derrière des murs de loi et de procédures. Il s'agissait de la conviction que chaque personne, aussi pauvre ou négligée soit-elle, méritait justice et dignité. Il marqua une pause, son regard se portant vers le premier rang, où Daniel et son fils étaient assis côte à côte. Le garçon souriait, un vrai sourire, pour la première fois que Caprio le voyait. Sa petite main serra celle de son père, non pas par peur cette fois, mais par fierté. L'expression de Caprio s'adoucit tandis qu'il poursuivait, expliquant que le système devait se conformer à cette conviction, qu'il devait se montrer digne de la confiance que les enfants lui accordaient lorsqu'il qualifiait quelqu'un de héros. À la fin de la conférence, les journalistes se précipitèrent, lançant des questions, mais une silhouette perça la foule avant qu'aucun d'entre eux n'atteigne le podium. Le fils de Daniel traversa la scène en courant avec l'énergie débordante propre aux enfants, ses petites baskets claquant sur le sol ciré. Sans hésiter, il entoura le juge Caprio de ses bras. Le juge, interloqué, se pencha et lui rendit son étreinte, sentant les épaules du garçon trembler, non pas de peur cette fois, mais de soulagement. C'était un geste simple, mais à cet instant, cela ressemblait au verdict le plus pur que le système puisse jamais rendre.
Derrière eux, Daniel se tenait immobile, observant la scène avec des yeux brillants sous la lumière crue. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à respirer librement. Le poids qu'il avait porté, l'humiliation, l'épuisement, le désespoir, semblaient s'évaporer tandis qu'il regardait son fils tenir dans ses bras l'homme qui avait cru en eux alors que personne d'autre ne le faisait. L'histoire refusait de s'effacer discrètement dans l'actualité. Au lieu de cela, l'affaire s'est propagée comme une étincelle, déclenchant des débats à travers le pays. Des villes à des milliers de kilomètres de là ont commencé à revoir leur politique de contrôle du stationnement, à lancer des enquêtes et à démanteler des pratiques prédatrices longtemps passées inaperçues. Des groupes communautaires ont formé des coalitions pour plaider en faveur de réformes, les législateurs ont introduit de nouvelles mesures de surveillance, et des citoyens qui s'étaient sentis autrefois impuissants ont trouvé la parole. L'affaire est devenue plus qu'un scandale, elle est devenue un symbole. Les commentateurs l'ont surnommé « le jugement de la Providence ». Des militants ont cité les paroles du garçon lors de rassemblements et sur des pancartes de protestation. Et dans chaque discussion, une vérité résonnait plus que tout. Le changement n'avait pas commencé avec un politicien ou une institution puissante, mais avec une petite voix tremblante qui refusait d'être ignorée. Dans les semaines qui ont suivi, Caprio a poursuivi son travail depuis son siège, mais quelque chose de fondamental avait changé en lui. Il s'est rendu compte qu'il écoutait différemment, considérant les personnes qui se trouvaient devant lui non seulement comme des accusés ou des numéros d'affaires, mais comme des histoires qui méritaient d'être entendues. Il repensait souvent à ce matin où la plaidoirie du garçon avait percé le silence de sa salle d'audience et l'avait forcé à dépasser la lettre de la loi. Il réalisait que la justice avait toujours été plus que des verdicts et des amendes. C'était une promesse, exigeant vigilance et humanité à parts égales. À la fin de la conférence de presse, alors que les derniers micros étaient baissés et que la foule commençait à se disperser, une journaliste lança une dernière question. Qu'est-ce qui avait bien pu déclencher tout cela ? Demanda-t-elle. Qu'est-ce qui avait bien pu pousser une audience discrète pour infraction routière à démanteler tout un système de corruption? Caprio marqua une pause, son regard se posant à nouveau sur le garçon qui tirait maintenant la main de son père, riant comme si le poids du monde ne l'avait jamais atteint. Un léger sourire éclaira le visage du juge lorsqu'il répondit. « C'est l'amour d'un garçon pour son père, dit-il doucement. C'est ce qui a brisé ce système. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas passer. Partagez-la. Parce que parfois, la plus petite voix dans une salle est celle qui change tout. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes de la compassion judiciaire, les conséquences dévastatrices des difficultés économiques et le lien profond entre un père et son fils. Ce récit vise à souligner l'importance de l'empathie et de la responsabilité, notamment face aux familles vulnérables dans le système judiciaire.